Bonjour et bienvenue à tous. C'est une petite musique récurrente depuis la création du statut des auto-entrepreneurs en 2009. Ces derniers exerceraient une forme de concurrence déloyale face aux artisans. Ils n'auraient pas les mêmes charges, ils n'auraient pas les mêmes contraintes. Et l'accusation est à prendre au sérieux quand on sait qu'aujourd'hui, près de 50% des entreprises sont créées sous ce statut. Autre accusation récurrente, certains auto-entrepreneurs seraient en fait des salariés déguisés. Pour faire toute la lumière sur cette question, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés, comme chaque semaine, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Le chef d'entreprise et le délégué syndical a un regard croisé sur le monde du travail. Jean-Eudes, première question, 50% des micro-entreprises, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, on dit micro-entreprise et Exactement. pas auto-entreprise, seraient sous ce statut. C'est vrai ou c'est Oui. faux? Les chiffres sont exacts? Oui, les chiffres, c'est cet ordre-là. Ça pourrait même être plus parce que un micro-entrepreneur ne crée que son emploi. Et alors, ça ne représente pas 50% de l'activité économique créée, mais c'est quand même 50% des ouvertures de compte. Donc les chiffres sont bons. Et c'est un peu plus d'1 million micro-entrepreneurs en France. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais il n'y a que la moitié qui sont actifs. Et dans cette moitié, au total, la moyenne de chiffre d'affaires réalisée par ce million de micro-entrepreneurs, c'est aux alentours de 3 500 euros par trimestre. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, mais il y a des contrastes importants entre ceux qui ne facturent rien, qui ont ce statut au cas où, et ceux dont c'est l'activité principale qui les fait vivre. Il y en a qui couplent ça avec un statut de salarié, on va en reparler. En 2015, Nicolas Sarkozy avait déclaré « On a un problème de concurrence déloyale entre l'auto-entrepreneur qui n'a pas d'obligation et l'artisan ». Est-ce que c'est toujours vrai, Joseph, ça ? C'est toujours vrai, les choses ont évolué, continuent à évoluer. Oui, il y avait une sorte de concurrence déloyale. En même temps, l'idée, c'était de mettre le pied à l'étrier des gens qui se lancent, qu'on ne mette pas des barrières, qu'on les laisse se lancer, et puis si ça marche, qu'ils viennent dans le statut normal. L'idée n'est pas mauvaise. Évidemment, dès qu'il y a une bonne idée, il y a aussi des gens qui l'utilisent beaucoup moins bien. Et effectivement, on a vu des problèmes, notamment pour la clientèle. Un artisan qui est assuré, s'il y a une malfaçon, peut répondre. Celui qui n'était pas assuré dans le bâtiment, eh bien, pas de garantie. Alors les choses ont évolué maintenant. Certains métiers, comme ceux du bâtiment, il doit y avoir au préalable une formation, une reconnaissance, des stages. Il doit y avoir une assurance. Enfin voilà, les choses évoluent. Du coup, l'auto-entrepreneur, qui est maintenant la micro-entreprise, le micro-entrepreneur, se retrouve de plus en plus avec un statut qui est beaucoup moins facile, puisqu'il se rapproche au statut avant. Et moi, la question que je pose, c'est, mais alors, s'il y a un côté statut très facile et l'autre difficile, est-ce qu'il ne faut pas regarder un peu comment on peut simplifier la vie des artisans, des commerçants, pour permettre à chacun de pouvoir avoir une activité normale, en payant aussi des charges, en ayant les garanties pour la clientèle? C'est une très bonne question, Joseph. On va peut-être juste revenir sur l'évolution du statut de la micro-entreprise avant de comprendre pourquoi, effectivement, ça a pu aider les artisans à bénéficier d'un statut un peu différent. Les différentes lois, parce que quand ça a été sous Nicolas Sarkozy que cette micro-entreprise, alors auto-entreprise, a été créée en 2009, mais depuis, quand même, le statut a évolué. On s'est bien rendu compte qu'il y avait des seuils à mettre, des impôts à rétablir. Non, il y a toujours eu des seuils. Il y a eu des seuils, simplement, au 1er janvier 2018, ils vont doubler. Mais les seuils, il y a deux catégories de micro-entrepreneurs. Il y a ceux qui vendent des biens ou qui produisent, et ceux qui ne vendent que de la prestation intellectuelle. Par exemple, un plombier auto-entrepreneur va avoir un seuil qui va être presque le double de celui qui est journaliste auto-entrepreneur, qui a plusieurs clients et qui, lui, ne va pas pouvoir dépasser, c'est un peu plus au-delà de 30 000 euros par an, sinon c'est à peu près le double. Simplement, les seuils vont doubler et c'est ça qui risque d'aggraver la concurrence dont Joseph parlait tout à l'heure, parce qu'un plombier auto-entrepreneur qui peut faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ce dispositif qui est très avantageux sur le plan de la fiscalité sociale, des cotisations, on est aujourd'hui pour un prestataire intellectuel, on est à 22,7% sur le chiffre d'affaires qui, sans TVA, simplement pour payer des charges sociales. Alors là, au 1er janvier 2018, on rajoute un peu de taxes foncières et un peu de contribution, enfin c'est 0,20% du chiffre d'affaires, et puis un peu de contribution aux charges de chambre de commerce ou chambre des métiers, mais c'est vraiment à la marge.
Et le vrai sujet, c'est est-ce que ça permet effectivement de créer de nouvelles entreprises, c'est-à-dire est-ce que c'est une première étape parce qu'autrefois, c'était un peu injuste, c'est-à-dire celui qui s'installait comme travailleur indépendant, chiffre d'affaires ou pas, il payait un minimum de cotisation. Donc, les premiers mois, tout le chiffre d'affaires partait dans le paiement des cotisations. Et c'était un frein à la création d'entreprises artisanales ou commerciales. Et le statut de micro-entrepreneur maintenant est venu corriger ça avec les excès dont parle Joseph, qui sont, je ne sais pas si c'est évitable ou inévitable, mais en tout cas, c'est à contrôler. Et il faut faire tout ce qu'il faut pour limiter cette concurrence. Alors, vous le disiez, Joseph, il y a un effet bénéfique pour les artisans à cette concurrence. On a essayé de réviser un peu les statuts, se dire, tiens, il y a un statut très privilégié, un statut moins privilégié, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pour se lancer dans l'activité, Joël l'a très bien dit, demander à quelqu'un qui lance une activité de commencer à payer des taxes, des impôts, des charges, c'est aberrant. Il ne va pas aller très loin. Oui. C'est aberrant. Donc, laissons une période où on lance l'activité. Et ça sera profitable pour tout le monde. Ensuite, je pense qu'il faut revenir à ce que la règle soit la même progressivement. Alors, est-ce que c'est en 2 ans, en 3 ans, j'en sais rien, en 4 ans mais que la règle soit la même pour tout le monde. Et puis quand je dis en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, il ne faut pas non plus avoir des gens qui vivent du système pendant 3 ans et puis arrêtent quand ils doivent respecter le système. Alors, se pose une autre question. Par exemple, les chauffeurs de VTC, là, les véhicules, on a vu à un moment donné, il y a quelques années, tout d'un coup, dans le secteur des transports, une augmentation de près de 60% des micro-entrepreneurs. Donc à l'époque des auto-entrepreneurs. C'était quoi ? C'était les VTC. Est-ce que ces gens sont réellement indépendants ? Ou est-ce qu'ils dépendent d'autres sociétés ? Et là, on a une question, et moi je pense qu'il faut essayer de considérer les choses aussi sur le contrat de travail, on le connaît, c'est un contrat de subordination. Regardons aussi la subordination économique, pour voir si à un moment donné, ce n'est pas en fait de faux indépendants. On a vu des cas, alors ça se pratique dans des pays, notamment dans les pays de l'Est. Il y a des tentatives chez nous où il y a des salariés, on leur dit, bon, mon garçon ou ma fille, tu arrêtes ton boulot, tu vas te mettre en indépendant et on va te faire travailler. Ça, ce n'est pas de l'indépendance. Et puis se posent d'autres problèmes. La protection sociale. Si je cotise peu pour ma retraite, il faut avoir conscience que j'aurai pas grand-chose pour ma retraite. Et donc, fabriquer des pauvres pour l'avenir, ce n'est pas bon. Donc, il faut avoir aussi une réflexion globale sur un socle, me semble-t-il, pour chaque travailleur, quel que soit son statut, qu'il ait des droits, notamment droit à une retraite décente. Ça veut dire aussi qu'il ait des devoirs. Et donc, comment il cotise pour avoir une retraite décente. Mais le droit à la retraite, c'est le fruit d'une cotisation. Et aujourd'hui, un travailleur indépendant peut cotiser volontairement pour compléter sa retraite. Et évidemment, ça augmente ses charges. Mais non, mais le travailleur indépendant, le vrai chiffre d'affaires. Parce que pour l'instant, il y a quoi 50% des micro-entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires positif. C'est quand même très peu pour l'instant. C'est plus des revenus d'appoint. C'est pas positif, c'est un chiffre d'affaires. Parce qu'il ne peut pas être négatif, le chiffre d'affaires. Oui. Mais ça veut dire que c'est encore un revenu d'appoint pour des gens qui sont soit salariés, soit... Oui, mais c'est très bien parce que ça a aussi un avantage, c'est la lutte contre le travail illégal. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient un salaire et puis qui bricolaient en dehors le week-end ou le soir et qui, sans être déclarés, avec tous les risques que ça représente et toute l'injustice aussi que ça représente. Ce statut permet à des salariés de pouvoir, alors bricoler au sens noble du terme, le soir, le week-end, tout en étant dans la légalité. Simplement, la cotisation est telle que ça ne génère pas des droits à la retraite importants. Enfin, ils peuvent toujours remettre de l'argent de côté. Mais ça, c'est la limite du système. Et Joseph parlait tout à l'heure de contournement, mais il y a la fraude caractérisée, c'est-à-dire l'employeur qui dit à un de ses salariés ça va me coûter moins cher si tu es auto-entrepreneur, donc je te vire et je te réembauche comme micro-entrepreneur. Ça, c'est le salarié déguisé. C'est un des dysfonctionnements du statut de la micro-entreprise. Les charges sociales vont être divisées par 2 ou 3, hein. Donc c'est plus intéressant, sauf que c'est parfaitement interdit par la loi et qu'il faut tomber dessus. Hein, mais certains c'est tellement énorme le montage ils finissent par se faire prendre. Donc de toute façon, aujourd'hui, les URSSAF vont avoir les moyens d'identifier des incohérences
grâce au big data et de tout de suite aller trouver ceux qui fraudent. Donc ne fraudez pas, c'est le conseil de Jean-Eudes. Mais c'est aussi très négatif pour celui qui était salarié, qui se retrouve auto-entrepreneur, qui ne l'a pas forcément demandé et qui se retrouve avec justement des droits à la retraite beaucoup moins intéressants que... C'est vrai qu'il ne l'a pas forcément demandé, mais il n'est pas obligé non plus d'accepter le deal. En tout cas, il a le devoir de dire non. Est-ce qu'il a la possibilité, parce que s'il ne dit pas non, il est sans emploi, ça c'est autre chose. Il y a une forme de pression. C'est une bonne incitation pour accepter. Dire, voilà, tu acceptes ce que je te propose ou tu n'as plus de boulot. Il y a un certain nombre de gens qui disent je vais prendre le boulot. Ce n'est pas systématique, mais on voit qu'il y a un problème. C'est pour ça que moi je dis regardons et travaillons sur la subordination économique. Quand je dépends d'un donneur d'ordre qui fait 90% de mon chiffre d'affaires, ce qui est le même problème pour la sous-traitance d'ailleurs, regardons bien alors quand c'est une personne seule, un subordonné économique comme celui-là, ça devient un salarié. Il se pose d'autres problèmes. Je ne suis pas une femme. Vous l'êtes. Vous êtes travailleuse indépendante. Comment ça se passe pour les congés maternité ? C'est des problèmes qu'il faut quand même... Pourquoi on a organisé la société ? Encore un statut, comme on arrive au terme de l'entreprise, c'est encore un statut qui est à protéger, à définir encore. Il y a encore des choses à faire. J'ai parlé de la retraite, mais voilà, on a le droit aussi à un moment donné de vouloir avoir des enfants. Comment ça se passe pour ça, c'est le statut des indépendants en général. Et oui, ça pose la question du statut des indépendants. Oui. Jean-Eudes. Alors, j'ai invité à ne pas frauder, et ça c'est ma casquette comme président de la CAUS, la Caisse nationale des URSSAF, mais avec la même casquette, je suis très préoccupé justement par ces statuts qui évoluent. On avait les travailleurs indépendants et les salariés, maintenant on a les micro-entrepreneurs, et puis on a quelque chose qui encore de nouveau, qui est lié au nouveau métier, les fameuses plateformes dont on parlait, les chauffeurs de VTC, etc. Le cœur, comme dit Joseph, c'est le lien de subordination, mais le lien de subordination, aujourd'hui, il est défini par une doctrine, celle que décident les URSSAF, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité des nouveaux métiers. Il y a encore des améliorations à faire, si je comprends bien ce que vous dites, messieurs. Juste avant de nous quitter, un petit mot d'actualité, Joseph, puisque vous sortez un livre intitulé « Chroniques chrétiennes, sociales et sociétales » aux éditions Pierre Tecky. C'est un recensement des chroniques que vous avez fait sur Radio Notre-Dame pendant plusieurs années. C'est bien ça ? Absolument. C'était un grand plaisir de faire ces chroniques. C'est un grand plaisir de sortir cet ouvrage. Et on voit d'ailleurs, au cours des ans, l'évolution que nous avons dans notre société. C'est ça qui m'a intéressé. Parce qu'on prend des problèmes et au cours des ans, on voit cette évolution. On oublie. En fait, c'est des petits cailloux blancs que je mets sur la route pour voir comment notre société évolue. Offrez des cailloux blancs pour Noël. C'est un très joli cadeau. Ou demandez qu'on vous l'offre. Ou demandez qu'on vous l'offre. Merci Jean-Eudes. Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine.